Avant cet épisode, prenons un instant pour parler de votre entraînement. Les épisodes de Courir Mieux sont là pour vous aider dans votre entraînement et vous donner des clés pour progresser. Mais rien ne remplacera une planification personnalisée, cohérente avec vos objectifs, ainsi que pensée et suivie par un entraîneur qualifié. Et Courir Mieux vous propose aussi cela, avec 2 offres de coaching basées sur la recherche scientifique, sur une compréhension approfondie de la pratique et sur vos besoins à vous. Elles sont gérées par moi, Cyril Forestier, docteur en sciences du sport, coach diplômé spécialisé dans le trail et pratiquant. La première offre est centrée sur la course à pied et le trail. La deuxième offre vous accompagne plus largement en prenant en compte d'autres activités sportives comme le renfort, mais aussi la nutrition, le plan de course, la préparation mentale et bien plus encore. Les 2 offres ont le même but, vous entraîner pour que vous atteigniez vos meilleures performances en prenant du plaisir dans la pratique et en évitant les blessures. Je vous invite à consulter ces offres sur le site courir-mieux.fr et à me contacter si vous avez la moindre question ou si vous êtes intéressé. Je me ferai un plaisir de vous accompagner vers vos objectifs. Allez, place à l'épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce Scientific Day partie 2, je vous propose de faire suite à la partie 1 sur l'ultra trail et la santé. Nous l'avons déjà évoqué, si votre entraînement est raisonné et que vous évitez les comportements à risque, l'ultra trail ne présente pas de danger particulier pour la santé. Pour poursuivre ces discussions, j'ai l'immense plaisir de recevoir Laurent Gergelet, médecin anesthésiste réanimateur à Saint-Étienne et particulièrement intéressé par les risques rénaux pouvant découler de la pratique de l'ultra trail. Laurent co-dirige d'ailleurs un projet de recherche nommé Ultra Grave qui explore cette thématique spécifique. Il était donc l'invité parfait pour aller encore plus loin sur ce sujet et surtout sur les conséquences dévastatrices que peuvent avoir la prise de médicaments pendant un ultra trail. Allez, c'est parti pour ce Scientific Day ultra dangereux partie 2. Salut Laurent, comment ça va ? Bonjour, ça va bien, merci de me recevoir. Merci à toi surtout de m'accorder du temps. Je te prends un peu de temps juste après, si j'ai bien compris, ton retour de vacances et entre 2 gardes et autres consultations que tu pourrais avoir. Donc merci beaucoup d'accorder du temps au podcast. Avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet de ce podcast dédié à l'ultra trail et la santé, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement aux auditeurs qui te connaissent peut-être pas ? Donc moi je m'appelle Laurent Gergelet, j'ai 46 ans, je suis anesthésiste réanimateur de métier. Et ça fait maintenant un petit moment que je suis aussi trailer, puisque j'ai commencé à courir en 2006, donc ça fait 18 ans si je ne m'abuse. Et j'ai fait mon premier ultra en 2007. Mon premier ultra, c'était la Saint-Élion. Alors j'habite Saint-Étienne, donc il y a peut-être un petit biais. Et j'ai enchaîné derrière par la CCC. Et après, je me suis pris... d'affection pour les distances un peu longues et j'ai enchaîné sur des 100 miles UTMB. Puis après, j'ai eu la chance de faire la première édition du Tour des Géants. Et depuis une dizaine d'années, j'essaie de garder un ultra par an pour garder la forme. Ouais, donc le Tour des Géants, une affection pour des formats qui sont un petit peu gargantuesques, on va dire. Ouais, mais je crois que c'est un peu... Quand tu commences à t'intéresser à ces courses longues, tu tombes rapidement dans cette envie d'aller voir plus loin, quoi. Je voulais commencer cet échange par une question qui va être un peu brute pour rentrer dans le sujet. Est-ce que pour toi, l'ultra trail est dangereux pour la santé ? Je pense que l'ultra trail n'est pas dangereux pour la santé en général. Il peut l'être dans des situations extrêmes. Par contre, la mauvaise pratique peut être dangereuse et dans tous les cas, la pratique de l'ultra est bonne pour la santé dans le sens où elle lutte contre la sédentarité qui, à mon avis, est beaucoup plus dangereuse pour la santé que d'avoir une activité physique régulière. Je résumerai la réponse à ta question par... on va parler une première fois de Guillaume Millet, c'est probablement pas la dernière, mais le premier article grand public que j'avais écrit avec lui sur le sujet, c'était dans une revue spécialisée d'ultra-endurance. Il avait conclu l'article en disant « Il ne faut pas chercher le trou de la sécu le dernier week-end d'août à Chamonix ». Et je pense que c'est un très bon résumé, c'est-à-dire que le coût pour la santé des coureurs d'ultra trail, à mon avis, est bien moins fort que les sédentaires au quotidien. C'est super marrant ce que tu viens de me dire. J'étais en montagne ce week-end, j'ai croisé des gens, de randonneurs au sommet d'une montagne. Et ils m'ont dit, oh là là, on est venu ici parce que sur la montagne qui est 200 mètres plus haut, c'est blindé de monde, c'est chiant, il y a plein de monde. Et j'ai dit, ouais, mais c'est quand même cool. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont en montagne en train de faire du sport. C'est quand même plutôt une bonne chose. Et ils ont dit, ah oui, on n'avait pas vu la chose comme ça.
Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire. La question que je vais te poser, du coup, qui découle un petit peu de ta première réponse, là, c'est, t'as dit, sauf certaines pratiques, sauf parfois. Selon toi, en fait, quel type de pratiquants sont plus à risque de développer, ou quelles situations sont plus à risque de développer des pathologies, des complications, des choses qui vont être dangereuses ou mauvaises pour la santé? Dans quel cadre, en fait, ça peut être dangereux? Moi, je pense c'est difficile d'identifier un type de pratiquant, mais je dirais plutôt un type de pratique. Globalement, l'ultra, ça reste un effort important, un stress pour l'organisme. Et ça, c'est la première fois que j'aborde le sujet, mais il faut vraiment le considérer comme étant une épreuve physiologique pour l'organisme. On va pousser l'organisme dans des situations où l'Homo sapiens modernus, comme je dis, sédentarus, n'a pas l'habitude d'aller. Et c'est devenu des pratiques qui peuvent être considérées comme extrêmes parce qu'on est devenu sédentaire depuis la révolution industrielle et que notre physiologie qui était parfaitement adaptée pour faire ça, enfin qui est parfaitement adaptée quand elle est respectée, notre mode de vie moderne fait que malheureusement on a perdu ses capacités et une pratique mal adaptée peut devenir dangereuse et surtout, et c'est vraiment le message que je veux faire passer dès le départ, c'est une pratique polluée par des médicaments ou des traitements qui vont permettre de cacher des signaux d'alerte peut la rendre dangereuse. Mais il n'y a pas, à mon sens, de profil. Alors même s'il y a quelques données dans la littérature qui montrent que c'est quand même plus souvent les amateurs, en particulier sur marathon, qui font des complications de type hyponatrémie, d'efforts qui peuvent être dangereuses et qui sont plus fréquentes chez les sujets qui font le marathon plus de 4 heures, donc on va dire pas les meilleurs. Ça reste quand même, à mon sens, tout le monde est à risque de faire des complications graves si on respecte pas nos signaux d'alerte et si on essaie de les masquer. Pour la petite histoire, il y a ces dernières années, il y a une des filles qui a fini deuxième à l'UTMB qui a failli mal évoluer puisqu'elle a fait une hyperthermie. Donc, elle était deuxième. Donc, globalement, il faut retenir que tout le monde peut être touché, mais c'est surtout le type de pratique et la manière dont on pratique qui est dangereux, plus que le sujet en lui-même. Je vais me permettre de rebondir à nouveau sur la première chose que tu as dit dans ta réponse. Des fois, tu peux entendre, je sais pas, si tu dis à quelqu'un que tu t'entraînes pour du trail et que tu fais, je sais pas, 10 heures de sport par semaine, imaginons, tu as une pratique, tu t'entraînes 8 heures, tu t'entraînes 10 heures par semaine. Il y a des gens qui peuvent te dire, ouais, tu penses pas que c'est trop? Et en fait, la réponse que tu pourrais dire, c'est, et assis dans ton canapé 30 heures par semaine, tu penses pas que c'est trop? Et ça, comme tu disais, l'Homo sapiens modernus sédentarus, on a peut-être un peu oublié qu'en fait, bouger 10 heures par semaine, c'est plus normal que être assis 30 heures par semaine ou 10 heures par semaine. Les chasseurs-cueilleurs qui sont notre histoire faisaient largement plus que 10 heures d'exercice par semaine. Donc, moi, je pense que c'est un entraînement normal, enfin une vie normale en fait. Après, bouger, ça veut pas dire faire des sports extrêmes. Hein. Aller au boulot en courant ou en vélo, c'est déjà un exercice et ça peut facilement faire 10 heures par semaine quand on habite pas tout à côté. J'aimerais, alors je vais, comme je l'ai dit dans la partie 1 de l'enregistrement, la suite avec les experts, elle va être divisée en 2 parties. Il y a la partie 3 qui va être avec un confrère à toi, Stéphane Doutrelot, où on va parler un peu plus de la partie cardio-respiratoire. Et avec toi, je t'ai proposé qu'on recentre sur la partie un peu plus rénale, réanimation et INS, parce que tu as, il me semble, un projet très ancré là-dedans. Et donc moi, c'est vraiment cette expertise que je voulais récupérer avec toi. Donc, je vais commencer à rentrer directement dans la partie un petit peu plus rénale. On entend parler dans la revue de littérature, par exemple, que j'ai vulgarisé dans la partie 1, dont par exemple Stéphane est co-auteur, mais il y a d'autres papiers qui sont là-dessus. Hein. Ils mettent en avant les risques rénaux, les troubles rénaux qui peuvent arriver suite ou pendant un ultra-trail. Donc on parle dans les cas les plus graves de personnes qui sont hospitalisées quelques jours après et qui se finissent en dialyse. On peut parler d'hyponatrémie pendant la course. Il y a plusieurs niveaux d'atteinte. Selon toi, la question que je vais poser, c'est est-ce que tout le monde est à risque de problèmes rénal ou est-ce qu'en fait, c'est seulement dans le cas de certains comportements, un peu comme tu l'as commencé à en parler dans le début, c'est seulement dans le cas de certains comportements qu'on met les reins à risque et normalement, dans un ultra, les reins ne sont pas spécialement à risque? Pour ça, on a quand même des réponses dans la littérature. C'est-à-dire que il y a un papier qui est publié, moi j'avais fait une étude qu'on n'a jamais publiée sur l'UTMB et qui retrouve des résultats similaires, donc on va dire que ça doit être vrai, que globalement, si on regarde le stress rénal, le stress dans le sens la souffrance des reins, de l'organe rénal, sur une population, nous on avait une trentaine de sujets,
et c'est quelques dizaines de sujets aussi dans le papier publié par Romain Geoffroy, qui est un réanimateur parisien. Il a montré qu'il n'y avait pas de conséquences réelles et pathologiques sur un ultra-trail. Alors, la répétition des ultra-trail, on n'a pas la réponse, mais globalement, le stress généré par un ultra-trail paraît complètement assimilable par les reins. En fait, les reins, moi, j'aime bien dire que c'est des victimes. C'est-à-dire que c'est pas eux qui sont la cause du problème, ils sont le révélateur qu'il y a eu un problème. Alors, je suis là un peu déformé par le lieu où je vis, mais à Saint-Étienne, on parle des canaris dans les mines. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Le canari, c'est un oiseau que descendaient les mineurs sous terre parce que c'est un animal qui est plus sensible au manque d'oxygène que l'homme. Et donc, quand le canari perdait connaissance, il fallait vite se barrer parce que ça veut dire qu'il n'y avait pas assez d'oxygène pour survivre dans la zone. Et donc, c'était un témoin de la souffrance potentielle que l'organisme allait avoir pour eux. Et moi, j'aime bien dire que les reins, c'est le canari de l'organisme. C'est-à-dire que le rein, c'est l'organe qui va souffrir quand l'organisme a souffert. Et que le stress a été trop loin, le stress physiologique a été trop loin pour l'organisme. Donc, toutes les pathologies graves de l'ultra ont comme point commun d'entraîner une souffrance rénale. C'est dans les études qu'on a fait, effectivement, l'organe qui est le plus souvent en cause dans les hospitalisations, dans les suites d'un ultra, et qui nécessite des séjours en réanimation pour dialyse. Mais c'est pas lui la cause du problème, c'est une victime. Alors, je vais essayer d'expliquer rapidement comment ça marche. Ce qu'il faut retenir, c'est que le stress généré par l'ultra-endurance va entraîner une souffrance de l'organisme dont la réponse va être une inflammation. Alors, c'est l'inflammation de l'organisme, c'est ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire généralisé. Ce syndrome inflammatoire, on l'a dans toutes les pathologies graves, l'infection, le choc septique qui va entraîner une réaction inflammatoire. C'est la bactérie qui rentre dans l'organisme qui va entraîner une réaction inflammatoire. La chirurgie lourde va entraîner une réaction inflammatoire. Le polytraumatisé, quand on se casse plusieurs os, qu'on a une fracture hépatique, tout ça, on va avoir une réaction inflammatoire. Et ces réactions inflammatoires, elle est ubiquitaire, c'est-à-dire que c'est tout le temps la même, quelle que soit la cause. Enfin, modulo quelques différences, mais globalement, l'organisme, il va se défendre par ce mécanisme de s'inflammer. Et quand on fait un ultra, la souffrance musculaire, la souffrance digestive qui est bien connue, hein, on a des problèmes de transit, de diarrhée et autres, tout ça, c'est des symptômes de souffrance d'organes qui vont avoir comme réponse, à l'image d'une infection grave, une réaction inflammatoire de l'organisme. Et cette réaction inflammatoire, elle va être toxique pour les reins. Et donc, ça peut aller, dans un petit nombre de cas, jusqu'à la défaillance rénale, qui peut nécessiter effectivement une dialyse. Ce qui est compliqué dans cette maladie, c'est qu'elle n'est pas immédiate. C'est-à-dire que cette maladie, enfin, cette souffrance rénale, elle va pas se révéler à l'arrivée de tout le temps. Et dans l'étude qu'on a faite dans les suites des ultras, les complications graves, ultra graves, et ben cette étude, elle montre que le délai entre la course et l'hospitalisation, elle est de 3 jours en médiane. C'est-à-dire que 50% des sujets arrivent à l'hôpital plus de 3 jours après la course. Et donc, ça veut dire que c'est difficile d'en faire une étude précise parce qu'il y a plein de patients qui passent à travers les mailles du filet. Ils sont pas pris en charge par les services de secours sur la course et les organisateurs sont même pas au courant qu'il y a eu ce problème. Donc, c'est ce qui crée la difficulté dans tout les études autour de ces thématiques. C'est qu'il y a ce délai qui fait que les gens sont plus sur place, ils sont partis ailleurs. Et donc, c'est très difficile d'appréhender vraiment la fréquence et donc d'où le fait qu'on tâtonne autour un peu au niveau de la fréquence de ces complications et de l'impact réel sur la population générale. Pour revenir sur le mécanisme, donc cette inflammation, c'est comme un orage. On va l'imaginer, c'est un orage qui va enflammer l'organisme et qui va avoir des répercussions, en particulier rénales. Alors, quand je parle d'inflammation, moi, je me rends compte que c'est compliqué à appréhender pour le grand public. Donc, je prends toujours le même exemple, c'est l'entorse de cheville. Quand on entend une entorse de cheville, au départ, ça fait crac. On a une artère qui se rompt, ça fait l'œuf de pigeon, et puis la cheville gonfle brutalement, et puis après, dans les jours qui suivent, on dit il faut lutter contre l'inflammation. Donc, il faut mettre de la glace, la pâte en l'air pour éviter que ça gonfle. Ben, l'inflammation locale, elle est liée à la lésion des tissus par l'entorse. Cette lésion des tissus par l'entorse, elle va, pour se réparer, mettre en place ce mécanisme qui est toujours le même, c'est inflammatoire,
Il y a plein de protéines, de cytokines, de choses qui vont faire que les cellules de l'immunité vont venir réparer les dégâts, d'abord nettoyer, puis recréer le ligament pour, en quelques semaines, remettre la cheville en état. Cette inflammation, quand c'est juste une entorse de cheville, elle est locale, et ça va être la cheville qui gonfle. Quand c'est une inflammation systémique, c'est-à-dire de tout l'organisme, parce qu'il y a une souffrance qui est plus dense, elle va avoir des répercussions sur tout l'organisme. Et donc, je pense qu'il y a plein de coureurs qui vont se reconnaître. Dans les suites d'un ultra, souvent, on a des œdèmes. Et ces œdèmes, en fait, c'est une réponse inflammatoire qui est minime, qui n'est pas forcément grave, mais qui est le témoin que l'organisme a souffert. Et ces œdèmes sont liés, comme au niveau de la cheville, à des fuites d'eau au niveau des tissus. Mais là, comme c'est l'ensemble de l'organisme qui est inflammatoire, on va avoir des répercussions qui sont globales. Je ne sais pas si j'ai un peu plus vulgarisé le concept. Oh ouais, c'est super clair. J'ai une mini question avant de passer à la suite. Tu as parlé d'inflammation généralisée dans l'ultra. Est-ce qu'on le retrouve ça dans d'autres sports, cette inflammation généralisée, ou c'est vraiment la durée de l'ultra-trail qui fait qu'on retrouve cette inflammation? Alors, je pense que l'ultra, il collectionne les choses, les facteurs pour que ce phénomène soit fort. Premièrement, les lésions musculaires. Tous les efforts excentriques en descente, ça casse des fibres, hein, ça c'est un terme qu'on entend souvent. Et l'inflammation musculaire, elle est réelle et elle va sécréter les interleukines, c'est les petites molécules qu'on produit qui vont médier cette inflammation, c'est-à-dire qui vont organiser la réaction inflammatoire pour venir réparer les tissus lésés. Et donc, on sait que les lésions musculaires, elles sont réelles et elles vont entraîner une décharge d'interleukine 6, c'est important parce que juste de retenir ce terme, qui est une protéine qui est très pro-inflammatoire, donc qui va activer l'inflammation généralisée. Donc, les lésions musculaires, on sait que les efforts excentriques, c'est ce qui les abîme le plus, les muscles. Et donc, c'est plus présent, par exemple, dans un effort de descente que si on fait 6 heures d'ultra-trail ou 6 heures de vélo, on a plus de lésions musculaires sur un ultra-trail. Et on le sent dans les jours qui suivent. Hein. Quand on fait 6 heures de vélo, on a moins mal aux jambes que quand on fait 6 heures de course à pied. Ensuite, il y a les lésions digestives qui sont liées au fait que l'effort est très prolongé. Et donc, on a des difficultés à s'alimenter. On a une souffrance digestive qui est liée au fait que quand on court, on va diminuer le débit splanchnique, donc le débit qui irrigue le tube digestif. Donc, il y a une petite ischémie, c'est-à-dire un manque de débit dans le tube digestif qui va entraîner des translocations. Et ça, c'est la longueur de l'effort qui est présent. Et on a plein de cas cliniques dans la littérature qui publient après marathon des rectorragies, c'est-à-dire du perte de sang par l'anus, qui sont en lien avec une souffrance ischémique du tube digestif. Donc ça, c'est pareil, ça crée beaucoup d'inflammation. Et puis, effectivement, la longueur de l'effort, il y a quand même pas beaucoup de sports où on fait 20, 30, 40 heures d'effort sans s'arrêter, et dans des conditions où il peut y avoir en plus de l'altitude, de l'hypoxie, de l'hyperthermie, parce qu'il y a clairement la température, la montée en température à l'effort a un rôle central dans l'intensité de cette inflammation. Et du coup, j'ai bien compris que l'inflammation en ultra-trail, elle était très grave. Du coup, pourquoi est-ce que je peux pas prendre d'anti-inflammatoires comme ça je peux prévenir le problème. Si je prends des anti-inflammatoires, j'aurai pas d'inflammation et tout ira bien. Alors là, en fait, faut bénir la science, hein, parce que en 2006, il y a une étude je crois que je sais plus si c'est la Hard Rock ou la Western States, c'est un des deux ultra américains, où ils ont comparé deux populations. C'est-à-dire une population de sujets qui prenaient des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc ibuprofène, kétoprofène, nurophène, enfin tous ceux qui finissent en phène. Là. Donc ça, c'est ce que vous prenez quand vous avez des entorses, enfin ce qu'on vous prescrit souvent, je sais pas s'il faut le prendre, mais en tout cas ce qui est souvent prescrit et qui même possible en automédication, parce qu'on peut acheter des anti-inflammatoires sans ordonnance, ce qui est incroyable, mais c'est vrai, en France et ailleurs, hein, dans le monde entier. Et donc ces anti-inflammatoires, ils sont largement consommés par les sportifs. Et donc, aux États-Unis, en 2006, ils ont fait une étude qui compare une trentaine de coureurs qui ont pris des ENS pendant la course, avant la course et après la course versus des coureurs qui n'en ont pas pris. Et ils ont regardé les niveaux d'inflammation. Et en fait, les niveaux d'inflammation sont paradoxalement beaucoup plus élevés dans le groupe qui prend des anti-inflammatoires. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'inflammation, elle est salvatrice hein, dans tous les phénomènes graves. Si vous faites une infection grave, si vous n'avez pas d'inflammation, vous allez mourir. Parce que votre système immunitaire va pas se mettre en route. Mais elle est destructrice, c'est-à-dire que quand elle est trop importante, elle va détruire votre organisme. Parce que c'est vraiment l'image de l'incendie. Et en fait, quand on s'intéresse à la réaction inflammatoire, immédiatement, on s'intéresse à la réaction anti-inflammatoire.
C'est-à-dire que dans notre organisme, on sécrète à la fois des médiateurs de l'inflammation quand on est agressé, mais on s'est rendu compte que immédiatement, et pas secondairement, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, il y a une réaction anti-inflammatoire qui vient balancer cette inflammation. En physiologie, c'est toujours pareil de toute façon. Il y a quelque chose qui favorise un phénomène et immédiatement l'organisme il a un rétrocontrôle qui va inhiber ce phénomène. Et donc dans l'inflammation, cette balance anti-pro-inflammatoire, elle est très très importante et elle est complexe. Et en fait, elle a été, comme tout le reste, le fruit de centaines de milliers d'années de sélection, et elle est vraiment bien foutue. Et donc l'inflammation, d'ailleurs, ce qui tout de suite, enfin c'est le système immunitaire qui fait ça. C'est un des rares systèmes dans l'organisme qui a plusieurs mécanismes qui vont aboutir au même résultat. Parce que c'est tellement important de se défendre contre l'infection qu'il faut pouvoir bénéficier. On a plusieurs systèmes qui font la même chose pour se défendre en fait. Et donc quand on va mettre des anti-inflammatoires, en fait on va traiter une partie de l'inflammation, mais on ne sait pas trop ce qu'on fait sur les cytokines anti-inflammatoires, donc ce qu'on sécrète nous-mêmes comme anti-inflammatoires. Et il s'avère que dans l'ultra, avec des INS, on a un effet paradoxal qui aggrave l'inflammation. Ça allait être ma deuxième question. Peut-être que, sauf s'il n'y a pas plus à creuser, mais ça a été. En fait, pourquoi est-ce que les INS sont si dangereux en ultra? C'était ça la question que je voulais te poser. Parce qu'en fait, juste que quand tu regardes par rapport à d'autres sports, par exemple en marathon, j'ai pas l'impression qu'on mette en avant le rôle grave des INS. Et parallèlement, alors je pourrais revenir dessus après, mais il y a d'autres médicaments qui ont été retrouvés dans des études où ils ont analysé les urines, par exemple, de l'UTMB. Il n'y a pas que des INS. On retrouve des antidouleurs, des trucs basiques, des opioïdes, des choses qui sont juste pour pas avoir mal. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu la même gravité à ces autres molécules. Alors, pourquoi les INS particulièrement? Alors, moi, je pense que les INS, je vais vous expliquer pourquoi ils sont plus dangereux d'un point de vue physiopathologique. Mais en amont, j'aimerais bien juste dire que, pour moi, tous les médicaments sont dangereux. Tous. Y compris le paracétamol. C'est-à-dire que je pense que si on veut une pratique raisonnée, il faut pas prendre de médicaments. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ce qu'on fait, c'est le fruit de notre évolution. Et Homo sapiens, depuis 350 000 ans, et Homo erectus avant nous depuis presque 1 million d'années, ils prenaient pas d'anti-inflammatoires, ils prenaient pas de paracétamol. Et en fait, on a sélectionné des organismes qui sont faits pour la course à pied. Enfin, Born to Run, tout ça, je pense que tu en as déjà parlé. Et prendre des médicaments pour masquer des signaux qui sont là pour nous prévenir que ça va pas, c'est s'exposer. Donc en fait, le message, c'est à l'eau claire, c'est pas de médicaments. Parce que tout médicament, quel qu'il soit, à mon sens, c'est dangereux. Après, les INS, pourquoi c'est particulièrement dangereux ? C'est particulièrement dangereux parce que déjà, il y a ce phénomène qui est... Alors, c'est une étude et moi, je l'aime beaucoup parce elle montre les racines du problème. C'est-à-dire que ça plaide pour le fait que l'inflammation est la racine des problèmes. Mais, donc, celle dont je viens de parler, mais aussi parce que les anti-inflammatoires, ils vont avoir un effet toxique direct sur les reins. Alors, c'est un tout petit peu technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les reins, c'est comme une cafetière. Vous savez, quand on appuie sur un piston pour que le café soit séparé du grain. Et donc, en fait, il faut imaginer que les reins, c'est deux machines qui poussent sur le sang et qui vont fabriquer de l'urine en ultrafiltrant notre sang. Et pour régler ça, en fait, c'est la pression de perfusion dans le rein, donc c'est la quantité de sang qui arrive dans le rein et le niveau de pression avec lequel elle arrive qui va réguler la quantité d'urine qu'on fait. Et ça, cette quantité d'urine, vous avez remarqué que quand vous suez beaucoup, quand vous êtes dans des ambiances chaudes, vous allez moins uriner que quand vous êtes dans des ambiances froides et que vous n'avez pas de risque de déshydratation. Donc la quantité d'urine qu'on fabrique, elle est adaptée à notre niveau d'hydratation. Et ces phénomènes qui permettent de régler la perfusion et de régler la quantité d'urine qu'on fabrique, ils sont intimement perturbés par les anti-inflammatoires. En gros, il faut retenir qu'on a une artère qui amène le sang au rein et une veine qui fait sortir le sang du rein, enfin un vaisseau. Et la pression avec laquelle le rein va être perfusé, plus l'artère qui amène du sang va être ouverte, plus il y a de sang qui arrive, et plus celle qui régule la sortie va être fermée, plus la pression dans le rein va être élevée, et plus ça va fabriquer d'urine. Et quand vous prenez des anti-inflammatoires, vous ne pouvez plus réguler ça.
Et donc, vous allez casser le mécanisme qui vous permet de vous adapter à une situation qui est constante en ultra, surtout quand il fait chaud et que les conditions sont difficiles. C'est que vous devez adapter votre débit rénal à votre niveau de volémie, à votre niveau d'hydratation et à la nécessité d'éliminer ou pas de l'excès d'eau. Et donc, c'est un peu comme si vous enleviez une béquille à votre rein qui en a besoin à l'instant où vous êtes en train de courir. Donc, il y a une vraie toxicité du rein. Et nous, par exemple, en médecine, quand on a un patient qui est en état de stress volémique parce qu'il a un choc, parce qu'il est déshydraté, c'est complètement contre-indiqué de faire des anti-inflammatoires. Et donc, on n'en fait jamais. Et l'anti-inflammatoire en réanimation, c'est un médicament qui est pesé. C'est-à-dire que l'interne tout seul, qui débute son cursus, il va pas mettre des anti-inflammatoires sans demander à son chef. Donc, aller demander à un coureur qui est dans les mêmes conditions inflammatoires qu'un patient qui est hospitalisé, de prendre tout seul ces anti-inflammatoires, et ben c'est un peu comme si on laissait le médecin, le malade, choisir pour lui alors qu'il est malade, sans le savoir dans cette situation-là. Je suis assez convaincu par ce que tu viens de dire au tout début, alors sans rentrer dans les parties hyper techniques, parce que je ne les maîtrise pas, tout ce que tu as raconté sur la perfusion du rein, mais l'idée de base que tu as dit sur masquer les signaux, qui laisse entendre que effectivement un paracétamol va être aussi dangereux qu'un anti-inflammatoire, parce que si à un moment tu as envie de t'arrêter, et là reclin d'œil à Guillaume, mais tu prends par exemple son modèle de la chasse d'eau qui a pour but de dire qu'il y a des afférences, des efférences, et qu'à un moment tu vas arrêter parce que ta chasse d'eau est pleine. Si tu arrêtes, c'est parce que ta chasse d'eau est pleine, parce que du coup si tu continues, il y a un risque pour la santé, et si tu prends du paracétamol ou un anti-inflammatoire, tu vas masquer des signaux qui t'auraient fait arrêter normalement. Mais tu n'aurais pas arrêté au hasard, tu aurais arrêté parce que il y a des raisons d'arrêter. Ça, je pense que c'est aussi pour ça la connexion qu'on peut faire avec le paracétamol et d'autres médicaments, c'est n'importe lequel des médicaments va être dangereux pendant l'ultra, que ce soit un anti-inflammatoire ou un antidouleur. Et avec tout ce que tu nous as raconté, l'anti-inflammatoire encore plus. Exactement. C'est-à-dire que tous les médicaments sont dangereux, tous, mais l'anti-inflammatoire, il a une toxicité particulière sur l'organe qui est le canari de l'organisme et qui est l'organe qui est le plus à risque de dysfonctionner derrière. Et ce que je veux dire, c'est aussi, quand vous prenez des anti-inflammatoires après l'effort, alors que le rein il est encore en situation de stress, c'est aussi dangereux que de le prendre pendant l'effort. Donc, quand on arrive à l'UTMB, on a mal aux jambes, c'est normal. On a des œdèmes, c'est normal. On respecte ça. Alors après, si on a vraiment mal, on a le droit de prendre un peu de paracétamol parce que l'effort est fini et qu'il y a plus de stress sur l'organisme. Mais ne prenez pas d'anti-inflammatoire dans cette phase-là. Et même, enfin, j'ai envie de dire, si vous avez vraiment très très mal aux jambes, au pire, essayez de vous mettre dans une rivière ou dans un bain froid. Déjà, ça va faire beaucoup de bien avant de mettre un paracétamol. Peut-être que ça peut déjà faire son effet. Ouais, quand on vient à l'UTMB, c'est qu'on a mal aux jambes après, c'est ce qu'on est venu chercher quand même. Hein, donc, Ouais, mais j'ai eu des questions sur la chaîne avant de faire cet épisode. J'ai des personnes qui m'ont dit, moi, je prends pas d'anti-inflammatoire. Par contre, c'est vrai que du paracétamol sur la fin de mes ultras, j'en prends parce que j'ai mal aux jambes. Et je me disais, ouais, enfin, on va avoir des questions après. J'ai des questions pour toi sur l'entraînement après, mais c'est quand même en trail, tu sais, c'est le sport où tu vas avoir mal aux jambes. Enfin, j'ai une petite question taquine à te poser sur ce qu'on vient de dire, mais par exemple, on vient de dire que les médicaments, que les choses qui vont masquer des signaux, c'est à risque pour la santé. Donc, par exemple, si je mange un gel caféiné, est-ce que je suis dans le même cas que prendre du paracétamol ou de la CNS? Parce qu'il y a de la caféine, ça va un peu masquer ma fatigue. Ouais. Après, je pense que je connais pas les dosages dans les gels, mais je crois pas que le manque de sommeil, ça a des effets secondaires, hein. On le sait, ça donne des hallucinations. On peut peut-être se mettre en danger, hein, quand même, sur le fait de pas dormir. Après, je pense que très clairement, entre 15 minutes de sieste et un gel caféiné, les 15 minutes de sieste sont beaucoup plus efficaces. Hein. Parce que on tire un coup la chasse d'eau et ça va beaucoup plus vite que prendre de la caféine qui, au bout d'un moment, marche plus vraiment, quoi. Moi, franchement, les gels, je sais pas comment les gens font pour prendre des gels sur les ultras. C'est quelque chose qui est quand même, moi, m'impressionne tout le temps. Moi, j'ai déjà du mal à manger des trucs normaux, alors des gels, au bout de 30 heures d'effort, je sais pas comment ils font. Après, les pros y arrivent, mais peut-être qu'ils s'entraînent, hein, pour ça. Bah écoute, je sais pas, je suis un grand consommateur de gel, donc ça me fait sourire ce que tu dis, parce que je sais que moi, les gels, il y a quasiment que ça qui passe sur mes courses. Alors pour l'instant, j'ai pas dépassé les 12 heures, donc faudra que je vois quand je fais plus long. Mais pour l'instant, je suis plutôt, il y a rien qui passe à part des gels, parce que c'est liquide, j'ai pas à mâcher, j'ai juste j'avale, et puis ça va mieux, quoi, mais bon. Ouais, moi j'ai peut-être pas suffisamment essayé, mais je trouve que c'est tellement pas bon que... Ouais, mais tu dois avoir des différences interindividuelles. C'est du goût là dont on parle. Mais je sais que de toute façon, la quantité de glucose que tu arrives à prendre à l'heure, elle est un facteur important de la performance.
Donc comme c'est très concentré, c'est probablement quelque chose qui est intéressant, mais moi je trouve que l'alimentation, c'est le nœud de la guerre en ultra. Quand tu fais vraiment du long, et au bout d'un moment, t'as plus envie de choses un peu plus normales que des trucs très sucrés, quoi. Le sucre, au bout d'un moment, Ouais, je mange beaucoup de gel, mais des fois je mange une petite purée au ravito que ma chérie m'apporte, qui est salée parce que juste ça change le goût, quoi. Et ça me fait penser à ce que tu as dit, un petit clin d'œil à Hugo Ferrari qui disait que l'ultra trail c'est avant tout le concours de celui qui mangera le plus. Et ça me fait beaucoup rire cette phrase parce que il y a quand même une partie un petit peu de vrai là-dedans. Petite pause. Si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. Dans ta réponse tout à l'heure, tu parlais du fait que quand on court, on va pas beaucoup uriner. Le rein va pas beaucoup fonctionner, on perd en urine. Est-ce que c'est censé être un signal alarmant ? Par exemple, je cours pendant 11 heures, je cours 10 heures, j'ai pas pissé une seule fois. Est-ce que c'est un problème ou ça doit inquiéter ou pas ? C'est très compliqué parce que c'est physiologique en fait. C'est-à-dire que de pas uriner quand il fait 39 degrés, que tu transpires, c'est normal. Hein. On a tous l'expérience d'avoir fait plusieurs heures d'efforts et d'avoir bu 5 litres d'eau et de ne pas avoir uriné. C'est juste adaptatif. Mais effectivement, si on n'urine pas du tout, ça peut devenir un signal d'alerte. Dans les faits, nous, quand on a repris les cas d'insuffisance rénale secondaire, le fait de ne pas uriner est quasiment pas un signal d'alerte. C'est-à-dire que les gens ne consultent pas pour ça. Alors que ça fait plus, il y en a, ça fait plus de 36 heures qu'ils n'ont pas pissé, hein, après l'ultra. Ils consultent parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont mal au ventre, parce qu'ils ont des nausées, mais ils consultent pas parce qu'ils urinent pas. A posteriori, à l'interrogatoire, on arrive à le retrouver un peu, mais on le retrouve très mal. Et tout simplement, à mon sens, moi, l'analyse que j'en fais, c'est que quand on fait du sport depuis plusieurs années, d'expérience d'avoir passé plusieurs heures sans uriner parce qu'on transpirait beaucoup, c'est le quotidien en fait, donc on s'affole pas et c'est presque normal. Je dirais sur les signes d'alerte pendant la course, c'est plutôt l'aspect des urines qu'il faut regarder, c'est-à-dire globalement, même quand il fait très chaud, on arrive quand même à uriner de temps en temps. Si les urines sont rouges, c'est un signe d'alerte, il faut arrêter. C'est pas toujours un signe de grande gravité, parce qu'il y a des pathologies qui donnent les urines rouges et qui sont pas forcément un signe qu'on va dialyser dans les 2-3 jours qui suivent, mais il faut quand même retenir que urine rouge, j'arrête. On a un peu parlé de ça en filigrane et je voulais revenir sur cette question. Dans l'étude de Chiréal 2022, je reprends mes notes pour être sûr de ne pas me tromper sur ce que je voulais te demander. Ils ont parlé du fait que tu avais plusieurs choses qui pouvaient augmenter le stress au niveau rénal. Plusieurs facteurs qui pouvaient l'augmenter. Et ils parlaient de 2 choses. Je voulais revenir avec toi sur ces 2-là. La première, c'est l'hydratation. Est-ce que toi, tu penses est-ce qu'on connaît le rôle de l'hydratation sur le stress qu'on va imposer aux reins ? Est-ce que la déshydratation met encore plus à risque les reins ? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus ? C'est une question qui est compliquée parce que, à mon sens, en fait, l'hydratation, c'est la quantité d'eau qu'on prend, mais c'est aussi la quantité d'eau qu'on réabsorbe dans nos reins. Et là, je suis obligé de partir sur une autre maladie qui est l'hyponatrémie. Je ne sais pas si tu voulais en parler. On parle souvent de l'hyponatrémie d'effort. C'est une maladie qui est excessivement courante dans le marathon. Il y avait en 2002, je crois, à Boston, ils avaient fait des prises de sang à plusieurs centaines de coureurs à l'arrivée. Et de mémoire, c'était, je crois, 20% des coureurs qui avaient une hyponatrémie et 5% qui avaient une hyponatrémie sévère. Donc, c'est quelque chose qui est fréquent. Et dans l'inconscient collectif, c'est je perds le sel par la transpiration et je bois de l'eau. Et donc, c'est pour ça que je suis hyponatrémique, parce que je me suis noyé. Enfin, j'ai bu trop d'eau. Il s'avère que c'est pas tout à fait vrai, même c'est complètement faux. L'hyponatrémie d'effort, en fait, c'est une conséquence de la réaction inflammatoire aussi. Et en particulier des fameux interleukines 6 qu'on libère au niveau des muscles, parce que ces interleukines 6, ils vont avoir un effet sur le rein d'augmenter la réabsorption d'eau. Parce que ce qu'il faut juste savoir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vos reins tous les jours, ils fabriquent entre 100 et 150 litres d'urine primitive. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, ça met la pression et ça sort de l'ultra-filtrat, c'est 100 à 150 litres par jour. Et vous urinez pas 100 à 150 litres par jour, donc vous urinez 1 ou 2 litres.
Donc, on va dire 99% de ce que vous fabriquez comme urine primitive, vous la réabsorbez. Et ça, c'est encore une fois, c'est réglé par plein de petits phénomènes hormonaux et puis locaux avec les fameuses artères qui se dilatent et qui se contractent. Et donc, ces phénomènes de réabsorption vont avoir un effet très important sur le niveau d'hydratation. Et ces phénomènes de réabsorption, ils sont perturbés par l'inflammation. Et ils vont être perturbés dans le sens où je vais réabsorber trop d'eau. Et donc, je vais m'auto-noyer sans vouloir. Et en fait, je vais créer l'hyponatrémie parce que je réabsorbe plus d'eau que de sel. Parce que les reins, ils vont absorber de l'eau et du sel. Mais ils vont le réabsorber de manière un peu... pas de manière synchrone, dans des niveaux différents dans le rein. Et donc, si je me mets à absorber plus d'eau que de sel, je vais me noyer, en fait. Et je vais faire cette hyponatrémie parce que l'hyponatrémie, en fait, c'est une inadéquation entre la quantité d'eau que j'ai dans mon organisme et la quantité de sel que j'ai. Et donc, quand tu parles de déshydratation, ça peut vouloir dire je manque de volume dans mon organisme. Et là, clairement, si tu manques de volume parce que tu n'as vraiment pas assez d'eau et que ton sang il est plus assez dilué, et que tu te retrouves en hypovolémie, c'est-à-dire que t'as vraiment plus assez de volume qui perfuse tes organes, là, clairement, c'est un facteur de risque pour tes reins. Donc, s'il fait très chaud, que tu vomis et que tu n'arrives plus à boire, effectivement, tu peux abîmer tes reins et ça va favoriser. Mais, à contrario, la volémie, c'est pas que ce que tu bois. C'est aussi ce que tu réabsorbes. Et là, c'est très perturbé par les phénomènes inflammatoires que tu as dès le marathon, parce que c'est des phénomènes qu'on voit sur le marathon. Et ça va avoir un impact aussi, et ça va être impacté par les médicaments qu'on prend. Et les AINS vont avoir un impact là-dessus aussi. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai résolu la question, c'est je bois quand j'ai soif, je mange autre chose que du sucre pour absorber du sel, et en fait, ça suffit largement pour équilibrer la machine, si on la dérègle pas par ailleurs. Je pense que ce que tu as dit avant sur... alors, j'ai eu un commentaire hier, donc je me permets de le partager, puisque ça fait directement écho à ce que tu viens de dire. J'ai reçu Florence Riera il n'y a pas très longtemps pour parler d'hydratation. On a parlé entre autres du fait de boire à sa soif ou pas, et en fait, il y a des petites deltas, tu peux optimiser ça, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Elle disait que tu avais environ, t'as envie de t'absorber, je vulgarise, mais t'absorber environ 200 millilitres d'eau par quart d'heure. Donc ça fait environ 800 millilitres par heure. Et il y a une personne qui a mis en commentaire, c'est n'importe quoi, cette personne ne sait pas ce que c'est que l'hyponatrémie, si on boit autant, on va s'auto-noyer et on risque l'hyponatrémie. Et en fait, je pense que c'était exactement ce que j'ai dit. J'ai dit pas du tout, c'est pas ça l'hyponatrémie, c'est de l'auto-noyade parce qu'au niveau du rein, ça fonctionne mal. Mais je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est très lié. Je bois trop, je risque de m'auto-noyer. Alors, c'est pas complètement faux. Mais quand on fait les calculs, on va pas rentrer dans le détail, mais quand on calcule, qu'on fait un modèle où on regarde la quantité d'eau, la quantité de sel, globalement, c'est peanuts. C'est peanuts ça peut pas jouer dans les quantités qu'il faudrait pour entraîner une hyponatrémie très sévère qui va avoir des complications graves. Parce que c'est quand même une maladie l'hyponatrémie sévère peut être très grave. Hein. Ça, il faut pas le cacher, hein, parce que c'est quand même, nous, dans notre étude sur ultra grave, on en a 2 qui finissent en réa sur des convulsions sur hyponatrémie. Mais c'est pas parce qu'ils ont mal fait. Ils sont victimes d'un défaut de fonctionnement rénal qui est lui-même une conséquence de l'inflammation, encore une fois. Donc, c'est toujours une histoire d'inflammation. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. C'est que l'hyperinflammation liée à la souffrance musculaire, liée à la souffrance digestive et potentiellement favorisée par la prise de médicaments, va entraîner un dysfonctionnement de la réabsorption de l'eau et on va s'auto-noyer en réabsorbant beaucoup trop d'eau et pas assez de sel, ou en tout cas en ne réglant pas comme il faut les deux curseurs. Déjà, j'ai le sentiment que l'absorption d'eau sera limitée à un moment par simplement ce que tu peux absorber. Tu seras plein de flotte. Ça m'est arrivé sur un ravito, hein. J'avais bu 1 litre de Rosana et en fait, parce que j'avais super chaud. Et après, je suis reparti, j'ai dit genre, mais je peux plus boire pendant au moins 1 heure. Là, je suis plein au niveau gastrique, je peux pas boire, je suis vraiment plein d'eau. Même au niveau gastrique, oui, mais quand tu es en hyponatrémie, on a tous vécu ce sentiment de dégoût de l'eau, quand on n'arrive plus à boire, que ça donne presque envie de vomir, de boire, parce qu'on n'a pas envie, en fait. Donc là, si on se force, on aggrave le phénomène, mais l'hyponatrémie donne le dégoût de l'eau, en fait. Parce que c'est bien foutu, hein, notre organisme. Parce que, en fait, l'hyponatrémie, c'est dangereux. Si je continue à boire de l'eau, je vais aggraver le phénomène. Donc, l'organisme, il dit non, t'as pas envie d'eau, en fait, à ce moment-là. D'où l'idée de boire à sa soif, pour pas aggraver le phénomène. Il y a un point que tu as soulevé juste avant, et qui était la deuxième question que je voulais aborder avec toi par rapport à ce que chez Real en 2022, ils ont souligné.
ça va concerner les dommages musculaires. Parce que, en fait, en fonction de ta préparation physique, en fonction, par exemple, du nombre de week-end shocks que tu as fait, alors pas besoin d'en faire non plus des tonnes, hein, mais en fonction de si tu en as fait au moins un ou deux ou pas du tout, du temps que tu passes en montagne, etc., j'ai le sentiment que tu vas pas avoir les mêmes états de dommages musculaires à la fin d'un UTMB. Si tu as fait 2 week-end shocks, tu n'auras pas les mêmes dégâts musculaires, les mêmes états de dégradation musculaire que si tu en as fait 0. Est-ce que je me trompe? Est-ce que l'entraînement, quelle est la part en fait de l'entraînement dans les risques rénaux? Est-ce que quelqu'un qui est bien entraîné est moins à risque que quelqu'un qui est plus entraîné? Ça, on n'a pas la réponse parce que c'est impossible. Comme je te disais, l'épidémiologie des complications graves, c'est vraiment pas simple. L'ordre d'idée, moi, que j'ai aujourd'hui avec tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai fait, c'est que globalement, tu as un patient sur 10 000 coureurs qui va faire une complication grave, à peu près à la louche. Hein. Alors, c'est peut-être 15 000, c'est peut-être 8 000, j'en sais rien, mais l'ordre d'idée, c'est ça. Donc, tu vois, à faire des études d'impact quand tu as 1 sur 10 000, c'est compliqué. Hein. Donc, moi, je peux pas répondre à ta question. Par contre, je peux répondre à ta question en la détournant un peu. C'est que moi, j'ai la certitude, alors déjà personnelle, parce que sur tous les UTMB, j'en ai couru 3 UTMB, et les 3 fois, je me suis fait faire des prises de sang sur le parcours. C'est mon côté curieux. Et en fait, moi, je suis pas un exemple de progressivité parce que j'ai fait marathon, CCC, UTMB en 2 ans. Donc, c'est pas bien, hein, mais c'est comme ça. C'est à l'avantage d'être un modèle expérimental à moi-même. Et en fait, mon premier UTMB, j'arrive avec des CPK à plus de 10 000. Donc, c'est très élevé. Hein. Le deuxième, c'est 5 000 et le troisième, c'est 2 000. Donc, je pense que l'expérience, et ça, je crois que tout le monde est d'accord pour le dire, l'expérience en ultra, c'est pas que l'entraînement de la saison. C'est pas que les week-end shocks de la saison. C'est tout ton passif d'ultra. Alors là, il y a deux grandes théories qui s'affrontent, mais ça, Guillaume serait bien mieux placé que moi pour en parler. C'est est-ce que je sélectionne les bonnes fibres, que je tue les mauvaises à chaque fois que je fais des week-end shocks, des courses, et donc je garde que les meilleures, donc elles souffrent moins, ou est-ce que j'adapte mon muscle et il supporte mieux la souffrance, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'expérience en ultra, et je pense que tous ceux qui ont un peu d'expérience l'ont senti, ton premier ultra, il est beaucoup plus dur à suivre dans les suites que le 10e ou le 15e. Donc, je pense qu'effectivement, quand tu es dans un début d'expérience, les week-end shocks, c'est en fait tu te fais de l'expérience et tu adaptes ton organisme. Tu sors de ta sédentarité imposée par notre mode de vie et petit à petit tu rattrapes la physiologie pour laquelle on est fait et tu supportes mieux. Mais après dire que la préparation prévient de l'insuffisance rénale, c'est impossible de dire ça. Intuitivement, on a envie de le dire, mais ça se fait. Ouais, mais ça me va très bien comme réponse. Des fois, on ne sait pas. Hein, si on n'a pas encore les évidences, on ne sait juste pas. Et c'est pas grave. Depuis tout à l'heure, tu as tourné autour d'un projet que tu co-mènes avec Guillaume, le projet Ultra Grave. Est-ce que, pour arriver vers la fin de cet échange, est-ce que tu pourrais nous partager déjà les grands résultats? Parce que dans un dernier podcast que j'ai entendu de toi, vous étiez vraiment en train de le mener. Là, il s'est passé un an et demi. Il est fini le projet. On l'a soumis à 2 revues. Pour l'instant, on n'a pas été accepté. Donc, on est en train de le resoumettre. En fait, c'est une étude qui est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est très compliqué quand on s'intéresse à ce sujet parce que c'est rare. Et donc, il y a des cas cliniques de publiés, de dyschémie digestive, d'insuffisance rénale. Il y a plein de cas cliniques. Donc, pour ceux qui savent pas, dans la littérature scientifique, un cas clinique, c'est j'ai une histoire atypique et je la partage. Donc, je publie son histoire pour que les prochains qui ont la même histoire, ils sachent que ça a déjà existé. Donc, des cas cliniques, on en trouve. Après, nous, on a voulu faire un peu plus que des cas cliniques. On a voulu essayer de faire une série. C'est-à-dire de trouver plusieurs patients qui avaient eu la même chose. Sauf que c'est compliqué parce que, comme je te disais au départ, c'est pas sur la course que ça arrive. C'est dans les suites. Sauf qu'ils sont plus référencés par les organisateurs ni par les services de secours. Donc, l'idée qu'on a eue, ça a été de faire une campagne dans les réseaux. On a fait ça il y a 3-4 ans. C'était juste avant le Covid, de passer par les réseaux sociaux et par les revues spécialisées pour un appel à témoins. Donc, il y a des gens qui nous ont contactés parce qu'ils avaient été victimes d'une complication grave, qu'ils avaient été en réanimation. Et puis, en parallèle, on a aussi mené, fait la publicité au niveau de nos sociétés scientifiques de réanimation pour que les collègues qui avaient eu des patients nous contactent pour nous faire mettre en contact avec les patients et leur demander l'autorisation d'aller voir leur dossier. Et grâce à ça, on a réussi à collecter 22 patients de mémoire qui ont été victimes d'une complication grave après un ultra. Et on a des critères d'inclusion, c'était tu as été en réanimation après un ultra ou tu as été dialysé après un ultra. Donc souvent, c'est
c'est lié. Hein, les deux, ceux qui sont dialysés en urgence sont souvent dialysés en réanimation. Et en fait, on a donc ces critères-là. Donc, en 2 mots, les résultats, c'est assez simple. Hein, c'est que les reins, c'est vraiment une victime parce que je crois que sur les 22, il y en a 16 qui ont été dialysés. Et les autres qui n'ont pas été dialysés, c'est des patients qui ont été victimes, alors, pour d'une hyponatrémie sévère, qui ont fait que sur la course, ils ont convulsé. Et donc, ils ont été intubés par le SAMU à cause de cette convulsion. Et ils ont été en réanimation. Donc ça, c'est connu. Hein, c'est une des complications. C'est la deuxième complication médicale qui entraîne des séjours en réanimation et même qui peut être dans des rares cas mortels, hein, parce que l'hyponatrémie, ça donne des convulsions et des œdèmes pulmonaires. Et ça peut entraîner des complications qui peuvent être fatales. Alors, j'ai pas notion qu'il y a eu des décès dans les suites d'un ultra, mais dans l'armée, ça a été déjà décrit dans les efforts un peu extrêmes de marche forcée avec des hyponatrémies. Et puis la deuxième complication qui est plus fréquente et encore plus grave, c'est l'hyperthermie maligne de l'effort. Donc ces 2 types de complications, c'est sur la course et ils sont pris en charge par les services de secours et ils ont fini en réanimation. Et toutes les insuffisances rénales, c'est là où on a des décalages avec en moyenne 3 jours entre la course et l'admission en réanimation. Et puis on en a un qui a fait une autre complication qui est un peu plus atypique, c'est un ulcère perforé. C'est-à-dire il a fait un ulcère de stress gastrique qui a entraîné une perforation et une péritonite. Et il a été hospitalisé, lui, 5 jours après la course. Et il a fait 1 semaine de réanimation. Et donc, tous ces patients, ils ont récupéré. Ils ont tous repris une fonction rénale, mais il y en a quand même qui ont eu quasiment 1 mois de dialyse. Hein. Et il y en a un qui a fait une hyperthermie maligne qui a été gravement atteint, qui a vraiment il a fait 45 jours de réanimation. Donc, c'est des complications graves. Alors, le but, c'est pas de faire peur. Hein, le but, c'est vraiment de comprendre notre discipline, hein, et de voir les impacts. Et ce parallèle que je fais entre l'inflammation des maladies graves de réanimation et l'ultra montrait que si on va un peu trop loin dans cette inflammation et dans ses répercussions, ça peut mal se finir. Ça reste exceptionnel et c'est pas un motif pour rester dans son canapé. Je pense que c'est un motif, par contre, pour dire qu'il faut être prudent et s'écouter. Voilà. Et moi, c'est ce que la chasse d'eau, c'est parfait comme modèle. Hein. C'est la chasse d'eau quand elle est pleine, il faut savoir s'arrêter. Et c'est pas grave, même si on passe pour les gladiateurs des temps modernes quand on fait de l'ultra et qu'au café le lundi matin, on peut dire j'ai fait 160 km, 10 000 mètres de dénivelé. En fait, si on l'a pas fait, c'est pas grave. Et il faut pas se mettre trop de pression. Il faut que ça reste du plaisir. Et si à un moment l'organisme il dit stop, il faut savoir s'arrêter pour éviter d'en arriver là. Je pense que c'est le meilleur message de prévention. Et bien évidemment, ne pas masquer les messages d'alerte en prenant des médicaments quels qu'ils soient, parce que c'est encore une fois le moment où on va se mettre en difficulté. Voilà, c'est les grands messages, c'est ça. Et cette étude, elle n'a pas pour objectif de faire peur. Moi, je veux quand même remercier aussi les organisateurs des courses, et en particulier l'UTMB, qui nous ont diffusé nos questionnaires auprès des sujets. Donc, c'est depuis le début, ils nous ont toujours aidés dans nos différents projets avec Guillaume, et ils ont toujours été promoteurs de la santé. Ça fait 20 ans que sur leur page internet, ils font de la prévention sur les AINS. Enfin, voilà, donc c'est quand même la course phare. Et ils ont toujours été promoteurs pour toutes les études et nous aider. Donc voilà, le message, c'est juste de mieux connaître pour mieux comprendre. Il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Et c'est un problème qu'il faut connaître. Et c'est un argument, à mon avis, suffisamment fort pour s'écouter et pas tricher. Juste sur les 22 personnes que vous avez interrogées, il y en avait combien qui ont déclaré avoir pris des INS? La moitié. Mais je suis sûr que c'est sous-estimé. Oui, c'est ce que j'ai dit, déclaré. Qui ont accepté, parce que dans une autre étude, ils étaient je crois que sur 7, il y en avait 5 qui ont déclaré l'avoir pris, donc ça fait déjà un peu plus en proportion. Mais dans les courses américaines, il y a des papiers où ils montrent 80% de patients qui prennent des INS. Laurent, on a fait le tour de la plupart des questions que je voulais te poser. On va avoir un petit moment d'échange, toi et moi, réservé aux abonnés Patreon, mais pour la partie tout public, là déjà, je te remercie beaucoup pour toutes tes réponses. Dernière mini-question, est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre ton actualité scientifique, où tu partages un petit peu ce que tu fais? Non, moi je suis pas un grand adepte des réseaux sociaux. J'ai un petit problème d'hyperactivité et j'ai pas envie de me lancer dedans parce que je pense que ça va me bouffer trop de temps.
Donc moi, après, j'essaie de publier, j'essaie de communiquer. Voilà, comme des podcasts comme le tien, j'en ai fait plusieurs. Je pense que ça touche pas mal les gens qui sont dans le milieu. Vous avez pas mal d'écoutes, ce genre de podcast. Moi, j'ai un mail, hein, faut pas hésiter à m'écrire un mail si vous avez des questions. C'est Laurent Gergelet, tout accroché, @yahoo.fr. Donc, avec plaisir. J'aime partager cette façon qu'on a d'étudier avec Guillaume les répercussions sur l'organisme. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent qu'on en parle ou que je vienne leur faire des conférences devant le public, je fais. Mais voilà, j'ai pas malheureusement ni de Twitter, ni de Instagram, ni de je sais pas quoi. Je suis pas un grand adepte de tout ça. Désolé. Bah, écoute, pas de souci. Laurent, je te remercie encore une fois pour la réponse à toutes tes questions. Je te garde encore une petite dizaine de minutes grand maximum, mais déjà pour tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour ce Scientific Day partie 2 sur les risques de l'ultra trail pour la santé. Ce qui a été discuté avec Laurent rejoint largement ce que nous avions évoqué dans la partie 1. L'ultra trail a peu de chances de mettre en danger vos reins, sauf dans le cas de pratiques inappropriées, comme la prise de médicaments. Comme le souligne mon invité, tous les médicaments masquant les signaux que votre corps vous envoie sont à risque, sans exception. Et les ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, sont les plus dangereux de tous. Mes conseils rejoignent donc ceux de Laurent. Ne prenez aucun médicament avant ou pendant une course et consultez les médecins présents sur les événements si vous avez le moindre problème. Ils seront les plus aptes à vous aider. Maintenant, place à la partie 3 de ce Scientific Day. Dans le prochain épisode, j'ai la chance de recevoir Stéphane Doutrelot. Médecin au CHU de Grenoble-Alpes, spécialisé dans les pathologies cardiaques et respiratoires du sportif, Stéphane est aussi un des auteurs de la revue de littérature vulgarisée dans la partie 1. Avec cet invité de marque, nous creuserons la question des risques pour le cœur et pour les poumons de l'ultra trail. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la partie 3. Et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.